ça c'est bon. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier À temps. votre avis, Derrière, pourquoi La situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. L'agriculture peut-elle échapper aux agriculteurs? C'est le débat et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Gay. Bonjour Delphine. Il faut prendre le micro et parler dedans. oui, bonjour Jean-Paul. Et pas trop rire. Vous êtes responsable de la communication de Yara et des affaires publiques et de beaucoup d'autres choses. Juste à vos côtés, Jean-Bernard Sempastous, bonjour. Bonjour. Jean-Bernard, vous venez des Hautes-Pyrénées, vous êtes député, vous avez porté la loi, notamment sur le foncier. On aura l'occasion d'en parler. Juste à ma gauche, Franck Piot, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président d'AgroService 2000. AgroService 2000, en 2 chiffres, c'est quoi? C'est 24 magasins, 175 salariés et 40 ans d'existence. Ça fait 3 ça, Thierry. Et juste à vos côtés, Thierry Baillet, agriculteur, youtubeur et beaucoup d'autres activités. Et notamment, vous produisez quoi? Alors, je produis de la carotte, de la betterave, de la pomme de terre et aussi maintenant en conversion bio. Bon, et surtout, youtubeur bien connu, Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Jean-Bernard Sempastous, il fallait faire une loi pour éviter qu'il puisse y avoir, par le biais donc des échanges d'actions entre guillemets dans les entreprises agricoles, la capacité à ce que des étrangers, certains acteurs prennent la main sur nos exploitations? Tout à fait. Alors au début, on avait 3 champs. C'était le travail délégué, le statut de fermage et les parts de société dans le foncier agricole. Il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on est avancé dans les négociations et dans les groupes de travail, on a laissé tomber le travail délégué un peu complet, le fermage. On est arrivé sur les parts de société. Et effectivement, l'idée, il y a 2 points. La concentration excessive, comme vous le disiez, mais aussi accompagner l'installation d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs sur nos territoires. Ce que vous avez laissé tomber, il va falloir le traiter quand même. Dans quelques mois, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des élections. Donc on verra les et vous élections. êtes en vacances Je suis en vacances parlementaires depuis mardi soir. Donc on va se mettre au boulot déjà pour les présidentielles et après on verra pour les législatives. Mais l'idée vraiment c'est de continuer ce travail-là de fond avec Julien de Normandie, puisqu'on a travaillé beaucoup avec Julien de Normandie, avec le président de la République aussi, cher Jean-Paul. Bon, cette loi elle a été applaudie par tous les syndicats. Enfin, globalement, il n'y a que le Sénat qui a été un peu frais. Complètement. Alors bon, on a fait beaucoup de médiation, on avait mis un groupe de travail avec les organisations professionnelles, des juristes aussi, avec tout ce qui voulait participer à l'élaboration de cette loi. On est passé en Conseil d'État, on a pu travailler avec le Conseil d'État pour tenir compte aussi de quelques améliorations. Et puis est arrivé au Sénat. Alors le Sénat, effectivement, ça a été un peu plus compliqué, mais on est arrivé, on va dire, à 85% à ce qu'on souhaitait au départ. Et est-ce qu'elle va être efficace? Est-ce qu'on est sûr que je suis chinois, j'ai envie d'acheter des terres, je ne vais pas pouvoir le faire via les sociétés? Parce que vous connaissez des lois qui ne sont pas efficaces. Certaines. D'ailleurs, on va attendre les décrets. Non, les décrets devraient sortir le 1er juillet obligatoirement. On y travaille, c'est le service du ministère qui travaille. Je ne dis pas qu'on va tout résoudre. On a essayé vraiment de tout cibler pour qu'il y ait le moins de trous dans les raquettes. Aujourd'hui, on est très critiqué. Ça veut dire qu'il semblerait que ça fonctionne bien. Voilà. Parce que ce n'était pas neutre. Il y avait beaucoup d'hectares qui échappaient aux agriculteurs de fait. Alors, on a beaucoup parlé des Chinois. Vous en avez parlé, effectivement, Jean-Paul. Mais il n'y a pas que les Chinois. C'est surtout des accaparements, on va dire, de nos amis français. Surtout dans des coins comme le Nord-Pas-de-Calais, l'Oise. Je fais attention parce que j'ai des amis là-haut. Mais c'est vrai qu'on est moins impacté dans les Hautes-Pyrénées. Mais on voit que sur l'ensemble du territoire, dans la Nièvre, etc., il fallait faire quelque chose. Et il était urgent de faire quelque chose puisqu'il y a beaucoup de départs à la retraite. D'accord. Comment ça se passe dans le nord de la France? Sans tabou, ouais. Cash. Alors c'est vrai qu'on a nos voisins belges qui viennent nous voir régulièrement, voilà, qui louent des terres. La sous-location en pommes de terre se fait. Alors j'allais dire quand ça se pratique entre collègues agriculteurs voisins, ça nous paraît moins gênant. Par contre, quand on a des personnes étrangères qui viennent pour cultiver sur nos terres, ça nous dérange un peu plus. Alors ce qu'on accepte chez nous, on ne l'accepte pas forcément en venant des autres. Après, il y a une obligation. Alors moi, ce qui m'a étonné dans ce projet, alors pas dans le projet de loi, mais tout simplement dans l'application, c'est que tous les syndicats, tout le monde était d'accord sur ce sujet-là. Le problème du foncier, c'est vraiment un problème qui est récurrent en France et donc qui est vraiment très important à traiter.
Après, l'important, c'est de pouvoir arriver aussi à trouver des jeunes, des personnes qui s'installent pour pouvoir cultiver ces terres. Parce qu'à un moment donné, quand elles sont libres et qu'il n'y a pas les moyens derrière pour pouvoir les investir, parce que parfois c'est ça aussi le problème, c'est le problème financier, hein. Comment on peut faire lorsqu'on veut installer des jeunes, j'allais dire, dans des exploitations qui deviennent parfois des structures qui sont complexes à faire transmettre. Ouais, mais il faut aller plus loin parce que Delphine. Il n'y a pas que le problème financier. Je pense qu'en France, notre gros souci, ça a été la motivation des jeunes. Et vous l'avez dit juste avant l'émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs, d'ailleurs on le voit, ils sont tous où? Ils sont tous venus, ils sont tous là, ils sont tous au salon, parce qu'ils ont conscience de l'importance de communiquer, de reprendre en main leur communication. Est-ce que l'agriculture appartient encore aux agriculteurs? Aujourd'hui, je dis oui. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on est bien d'accord, c'était non. C'est-à-dire que vous avez un métier, vous devez nourrir la France, mais vous n'aviez pas les moyens de communiquer en direct, d'expliquer votre métier. Et le travail que fait Thierry en tant que communicante, je dis bravo, parce que grâce à ses vidéos, grâce à son partage, on partage sa vie au quotidien, et c'est génial, c'est fabuleux. Donc c'est aussi ça qui va nous permettre demain d'avoir des agriculteurs français fiers, d'avoir des jeunes agriculteurs qui vont s'installer. Donc on a besoin, bien évidemment, de votre travail, monsieur le député, mais aussi du travail des agriculteurs qui, eux, sont là pour exprimer leur passion. Et moi, en tant que communicante dans le secteur agricole depuis plus de 20 ans, j'ai cette passion, bien évidemment, mais ça passe beaucoup moins bien que lorsqu'on est avec vous, à vos côtés, dans vos champs. Oui, alors juste, je voulais intervenir parce que disait Delphine, je n'ai pas écrit la loi tout seul. Oui. C'est la loi, ça passe tous. Non, mais... Je croyais que c'était votre non, loi. Non. J'aime pas qu'on dise ça. C'est une loi qui a été écrite avec les organisations professionnelles et avec eux, vraiment. On a tenu compte, ça n'a pas été toujours simple, mais on a tenu compte vraiment de leur... Nous, on avait un cahier des charges. En gros, je voulais faire ça, mais comment on y arrive? Voilà. Alors, il a dit quelque chose de très important. Enfin, pas que ça, mais il a dit nos amis belges agriculteurs viennent exploiter chez nous en louant les terres. Combien? Alors j'ai pas de chiffres, mais 1000 euros. Ouais, la valeur, non, La c'est valeur. plus que ça, pardon, en termes de tarifs. Ah oui. Non, Non. plus que Bien ça. plus que ça, on arrive à entre 50 000, 1300 et 1500. Oui, quoi. bon, j'arrondissais. 1300. Ouais, non, Mais non. dans la Bien plus. Brenne, c'est pareil. Ah bon? Dans la Brenne, on a le même problème avec les Pays-Bas. Non, mais clairement, ils sont en train de prendre... Ils nous font du fromage, vraiment mais- du Berry. Oui, mais Non, Mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Mais comment ça se fait que nos agriculteurs n'arrivent pas à vivre alors que des Belges arrivent et louent 1300 € l'hectare et arrivent en plus à faire les mêmes cultures que vous? Pourquoi? Je sais pas. Il y a peut-être une question Ils sont d'organisation, de réglementation. Nous, les Belges, on a toujours dit qu'il fallait deux Français pour rouler un Belge. Et il faut 2 Belges pour rouler un Hollandais. Alors imaginez quand les Hollandais descendent, il faut être à 4 pour les contrecarrer. C'est quand même assez complexe. Non, mais au-delà de la boutade, c'est vrai que ce sont des gens hyper organisés, qui sont structurés. Quand on voit le prix des terres en Hollande, le prix des terres en Belgique, ce qui descend chez nous et après ce qui arrive dans le sud de la France, ben oui, forcément, ça descend. Mais cette volonté et ce pouvoir économique, ils l'ont et ils descendent. Donc on a ce rouleau compresseur et qui fait qu'au niveau des terres, entre autres, ça devient inaccessible pour des jeunes. Un hectare de terre chez vous, c'est combien? 20? En reprise, Oui. si on veut reprendre à acheter, oui, 20, je 20 pense 000, qu'on y 20 est 000 maintenant, euros, ouais. ouais, pour bien être clair. Donc, Quand à on part sur le plateau de s'installe- Gers, peut-être, où c'est encore plus. non, je crois pas, mon pauvre. Je crois pas. Mais si, près de Pau, il suffit de faire tomber un grain de maïs, ça pousse. il n'y a plus de... Vous exagérez, Jean-Paul. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de relation entre la valeur de la terre, ça devient un patrimoine, ça devient un investissement. Et quelqu'un qui veut, j'allais dire, rentabiliser ça en tant que jeune, il peut s'en mettre jusqu'au cou pendant je ne sais pas combien d'années. Et s'il a quelques périodes de crise, bah, il est à plat, quoi. C'est impossible. Et qu'est-ce qui se passe? Les Belges, ils viennent, ils plantent des pommes de terre. Ils arrivent bien à le faire, ils le mettent dans des camions, ça passe par l'île, ça fait des bouchons, et ça va en Belgique. Être transformé en frites. Bah après, on est producteurs et nous aussi, on a des pommes de terre qui arrivent en Belgique, hein, même des producteurs français, quoi. Bon, après, je pense que ça, c'est le jeu de l'Europe et on a le droit de produire et de Mais travailler à c'est des frites de l'extérieur. valeur ajoutée quelque part. Alors pourquoi, dans ce On cas-là, sait pas c'est faire un les problème frites, non d'industrie, quoi. Oui, c'est un problème d'industrie, exactement.
Donc c'est vrai qu'il faut qu'on accélère là. Il va falloir peut-être inciter à reterritorialiser oui. des industries. Des projets sur la grande loi foncière qu'on attendait tout, effectivement, on aurait pu la mettre en place. Il s'est avéré que, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a eu quand même la crise des Gilets jaunes et la Covid derrière. Et effectivement, les priorités du gouvernement n'ont pas été de mettre une grande loi foncière. C'est pour ça qu'on a tenu vraiment à au moins faire passer cette loi sur les parts de société parce qu'il y avait urgence. C'est déjà bien. Bon. Mais effectivement, la loi foncière, pour décrypter, parce que vous le voyez très bien, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce gouvernement. Tous les gouvernements disent attention, on va faire une loi sur le foncier pour éviter que les supermarchés prennent des terres, que, voilà, etc. Comment bien gérer le terrain, le foncier. Et ça n'a jamais été fait. Et vous avez au moins passé cette dimension d'échange. Première étape, c'est une première étape avec une méthode de travail, je pense. J'insiste beaucoup, bien sûr, sur le fond de la loi, mais aussi cette méthode de travail qu'on a voulu mettre en place et qu'on va essayer de continuer pour plus tard, parce que vraiment, il faut avancer et ne plus avoir ces sujets qu'on a dans le nord de la France en particulier, mais qu'on peut avoir en Bourgogne, qu'on peut avoir en Champagne, etc. Delphine Donc, et Franck après. La seconde étape, on est bien d'accord, c'est de cette réindustrialisation de la France, pouvoir rasseoir notre indépendance alimentaire qui passe avec nos industries. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Yara, pour ne pas la citer, est une entreprise qui a investi en France pour accompagner les agriculteurs et leur fournir des engrais, demain des engrais décarbonés. Mais je crois que voilà, c'est cette chaîne, cette véritable chaîne collaboration qui fait la force de nos agricultures et de nos agriculteurs. Et je pense que c'est la seconde étape. Et France 2030, c'est un peu ce projet, monsieur le député. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'on se doit de travailler ensemble sur ce sujet-là. Vous l'avez bien dit, Delphine. Mais je pense qu'il y a aussi les problématiques du fermage qu'il va falloir traiter parce que c'est un sujet, c'est lié. Moi, je vois chez moi, dans les Hautes-Pyrénées, les gens, quand ils partent à la retraite, eh bien, ils font du travail délégué au lieu d'essayer de trouver des jeunes agriculteurs. C'est plus admissible aujourd'hui. Donc ça, il va falloir le combattre. C'est quand même important. Travail délégué aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est lié avec effectivement tout ce que vous avez dit, Delphine. Il y a même des coopératives dans les Pyrénées-Atlantiques qui gèrent de A jusqu'à Z les terres. Je n'osais pas en parler, je n'osais pas en parler, mais tout à fait, c'est plus possible, c'est plus possible. Il y a des success stories en France et justement, l'entreprise de Franck, c'est une success story qui est partie il y a combien de temps, Franck? Racontez un peu l'histoire. Il y a 40 ans exactement, en 40 ans exactement, en 1982, avec un premier magasin créé dans l'Allier, dans une terre de bocage, avec une production de viande charolaise. Et puis voilà, 40 ans plus tard, 24 sites répartis sur plusieurs régions, 25 départements d'influence commerciale. Et là, nous sommes, au contact quotidien de nos clients agriculteurs. On le vit passionnément avec eux. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut qu'on travaille main dans la main pour retravailler la chaîne de valeur de tous les acteurs. Donc, cette loi, moi, je suis pas un spécialiste du foncier, mais je trouve que c'est une très très bonne initiative pour protéger encore plus l'agriculture et favoriser les transmissions, parce qu'il faut donner des moyens à nos jeunes qui sont des porteurs de projets. Et je vois, moi, dans nos magasins, de plus en plus, depuis 4 à 5 ans, de plus en plus de porteurs de projets qui ne viennent pas forcément d'ailleurs du milieu agricole, mais qui ont un besoin de retour à la terre, à ces valeurs rurales extrêmement fortes. Il faut les encourager. Voilà, c'est des choses qu'on ne vivait pas il y a 5 à 10 ans et que l'on vit aujourd'hui. Tous les jours, nous, dans nos magasins, nous ouvrons des comptes à des gens qui viennent d'autres métiers et qui s'intéressent, donc qui deviennent des agriculteurs. Ils s'approprient ce métier. Et donc, le futur de l'agriculture, c'est plus forcément la transmission filiale, c'est plus forcément ça. Il faut se réinventer. Et par contre, il faut soutenir ces gens-là qui vont faire vivre nos territoires, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculteur, il façonne, il entretient le territoire français, qui est l'un des plus beaux territoires européens, on peut se le dire, et qui a avec une diversification de production extrêmement qualitative. Donc c'est effectivement beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes qui doivent être conjuguées pour redorer l'image de l'agriculture française, qui est extrêmement qualitative, sérieuse, avec des productions de qualité. Voilà. Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent, des jeunes et des moins jeunes aussi, bien sûr, qui arrivent, qui ne viennent pas du monde agricole. Et ces gens-là, il faut les accompagner. Ils n'ont pas obligatoirement du foncier. Donc je pense que la problématique des foncières qu'il faut mettre en place pour accompagner ces gens-là, ils ne sont pas obligatoirement
propriétaires, ils ne veulent peut-être pas. Non, Et pas ils veulent forcément. vivre de leur métier. C'est ça. Et ces gens-là, je pense qu'on a tous à gagner à ce qu'ils arrivent véritablement sur le territoire et sur le terrain. Oui, mais j'ai une question à poser à Thierry, notre agriculteur d'aujourd'hui, de la journée. Les agriculteurs, des fois, ils snobent un peu ces nouveaux arrivants qui veulent s'installer avec pas beaucoup de terre, pas des gros tracteurs. C'est une erreur fondamentale parce que si on n'arrive pas à faire intégrer ces personnes qui certes n'ont peut-être pas la culture agricole comme on l'a nous quand on est à l'origine, mais quand on voit la richesse qu'ils peuvent apporter justement par leur expérience extérieure, ceux qui ont été, soit qui viennent du milieu, qui ont été travaillés extérieurs, qui reviennent, ou des néo-ruraux qui peuvent arriver. Alors là où c'est parfois compliqué, c'est qu'ils peuvent avoir une idée très schématique de l'agriculture et pas tout à fait réelle, mais on a intérêt à les intégrer parce que des exploitations, nous dans notre secteur, on a des agriculteurs qui veulent céder à des jeunes, qui sont prêts à faire un effort parce qu'il y a une problématique aussi, c'est toujours les retraites des agriculteurs. Quand on touche, on arrive à combien maintenant 850 €. Voilà, c'est quand même pas extraordinaire quand on a travaillé toute sa vie. On compte sur ce capital pour pouvoir leur vendre. S'il y avait moins de problématiques à ce niveau-là, on pourrait trouver des jeunes, enfin des agriculteurs qui seraient prêts à céder, non pas à 20 000 €, mais avec des façons, avec des transitions ou des choses comme ça. Et là, on arrive à intégrer des jeunes. Il y a des agriculteurs qui sont prêts à le faire et qui veulent pour que l'exploitation perdure, même s'ils n'ont personne dans la famille. Et ça, il faut arriver à l'inciter, accompagner. Alors, accompagner le retraité qui va pouvoir le faire et accompagner le jeune aussi. Parce que 20 000 € dans du foncier, il n'y a personne qui peut y aller, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'urbains. Nous, on a beaucoup d'ambassadeurs agriculteurs qui viennent des milieux urbains. Et ce qui est intéressant, c'est que d'eux-mêmes, ils nous disent on n'avait pas imaginé une diversité de travail, diversité de rencontres, d'innovation. Et là où ils ont besoin d'accompagnement, c'est justement dans toutes les innovations que l'agriculture française utilise. Alors, bien sûr, les chambres d'agriculture, les coopératives sont là, mais ça vient aussi de toute la chaîne, de tous les acteurs, comme vous le faites. Et le constat que je fais, c'est que ces nouveaux porteurs de projets sont porteurs de valeurs nouvelles, mais ils travaillent beaucoup sur l'innovation, beaucoup sur le respect de l'environnement, sur la gestion de leur exploitation agricole, qui est une entreprise, tout simplement. Vous êtes tous très Voilà. consensuels, mais moi je vais mettre le doigt où ça fait mal, là, Thierry. On dit souvent l'agriculture peut-elle Jean-Paul. échapper aux agriculteurs, mais est-ce que les structures agricoles qu'on a construites au XXe siècle, qui ont fait la force de l'agriculture, effectivement, est-ce qu'elles sont encore adaptées au XXIe siècle? Est-ce qu'elles appartiennent encore aux agriculteurs ou est-ce qu'elles ont échappé aux agriculteurs? Alors pour avoir été élu aussi au niveau d'une fédération des CUMA en régional, on se rend compte qu'à un moment donné, on est agriculteur, on a des projets, on veut les faire avancer, il faut rentrer et il faut aussi, en tant qu'agriculteur, aller s'intégrer dans ces structures-là parce qu'on ne peut pas aller les critiquer sans y aller. Il faut y aller. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les structures ont leur histoire, leur passé, leur guéguerre avec leurs voisins. Hein. Chez nous, on est très costaud aussi quand même là-dessus. Et là, c'est ce qu'il faut. Il faut faire attention à reprendre le contact avec la base parce que sinon, on a un intérêt pour la structure. On défend sa structure, on ne défend plus ses agriculteurs. Et ça, c'est un risque lorsqu'on est intégré dans un système voilà, qui fait que ça tourne comme ça depuis quelques temps. Il peut y avoir des histoires d'ego. Hein. Ça, c'est clair, ça existe. Et donc, alors il faut à la fois que les institutions puissent s'ouvrir un peu plus à leurs agriculteurs, mais que les agriculteurs aussi bougent, fassent bouger les institutions, en expliquant ce qu'ils ont comme problème, en les rencontrant, en intégrant parfois les conseils d'administration. Et moi, j'ai intégré ma CUMA à un moment donné parce que le fonctionnement ne me convenait plus. Je suis devenu président. Alors peut-être que je suis devenu de l'autre côté de la barre et c'était plus compliqué. Et encore plus haut, président de la région. De la fédération des CUMA au niveau régional. On a encore, je pense, dans les CUMA, la chance d'avoir un contact fort avec la base. Et il y a toujours un contact avec la base, mais à un moment donné, la structure prend le dessus et c'est là où il faut faire attention. Ça peut devenir compliqué, quoi. Oui, mais alors, moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Paul. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, quand j'ai démarré dans le monde agricole, il y avait des tonnes d'associations, des tonnes de syndicats. Il y a eu quand même un regroupement des forces. Non ? Je suis toute seule à penser ça ? Non, mais vraiment. On avait beaucoup de moyens dans des structures diversifiées. Et je pense que de regrouper des actions communes, je pense au monde des intrants, que je connais bien, ça permet aussi de faciliter le travail des agriculteurs parce que vous êtes dans les conseils d'administration, vous êtes dans les bureaux, vous êtes dans les commissions.
On a vu quand même un bouleversement ces 10-15 dernières années. Alors, on a une chance extraordinaire. Moi, j'ai pu aller en Albanie voir leur système agricole. Quand on critique nos institutions et notre structure, elle a plein de défauts. Honnêtement, il y a plein de défauts. Mais quand on est agriculteur en Albanie, qu'on n'est pas capable de vendre ses pommes, qu'elles pourrissent au pied des champs parce qu'ils ne savent pas. Thierry, entre l'Albanie, il y a peut-être des mais pays plus proches et moins extrêmes. Voilà, on ne peut pas dézinguer tout. Maintenant, il est vrai que les structures doivent bouger et écouter leurs agriculteurs. Il faut que les agriculteurs aillent bouger aussi. Oui, c'est à eux à prendre le pouvoir. C'est à nous, ces institutions-là. C'est à nous. Donc c'est à nous à reprendre. Donc oui, peut-être qu'en répondant à la question, ça peut nous échapper, mais ça peut nous échapper si on n'en prend pas compte et qu'on ne va pas attaquer. C'est pour ça, Thierry, que vous êtes resté président. Non, parce qu'il faut laisser la place. Et je pense que là-dessus, ça peut être une bonne question. Rester 20 ans président d'une structure, je ne suis pas d'accord. Ouais. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est vrai que là, je suis d'accord avec Thierry. dans le monde agricole, les On présidents. peut parler au monde politique aussi. Hein. Ah, D'ailleurs, les Je ne parle pas agriculteurs, des sénateurs. Hein. les agriculteurs sont moins des élus politiques et c'est bien dommage parce que justement, ça crée un lien plus fort dans votre travail parlementaire. Alors, Une phrase, Franck. Après, oui, alors juste un sujet clé qu'on a évoqué pour le futur de l'agriculture, c'est la transmission. Hein, il va y avoir beaucoup de fermes qui vont être disponibles avec des. Donc, monsieur le député, ce que je vous suggère sur votre prochain mandat, c'est de réfléchir justement peut-être sur un modèle de statut beaucoup plus agile, le fermage du siècle prochain, pour que on puisse préserver le patrimoine de celui qui a construit son patrimoine et l'agilité du nouveau porteur de projet qui aujourd'hui raisonne différemment, pas forcément propriétaire de son exploitation agricole, comme il est ses outils, mais que au bout du compte, le contrat soit gagnant-gagnant, quoi. Tout à fait. Et Alors, ça va faire revivre nos territoires. Je le partage complètement Voilà. et c'est vraiment, je pense, un des sujets avec d'autres sujets, on en a parlé, mais c'est un sujet important et qu'il faut vraiment mettre sur la table. Et il faut le noter parce Tout à qu'après, il y a fait. les présidentielles, les Voilà. législatives, et puis voilà. Donc on verra dans le futur. Delphine, Et en une phrase. peut-être en une phrase, je pense qu'on devrait tous avoir en tête le fait qu'un pays qui délaisse son agriculture et ses agriculteurs est un pays qui se meurt. Et Bon. je pense qu'il faut qu'on le répète Exactement. en Ça boucle. sera le On mot est de la clé, d'accord Delphine Bravo, Gay, bravo. merci beaucoup. Jean-Bernard Sapastous, merci beaucoup. Franck Piot, merci. Et Thierry, merci beaucoup d'être ici. Merci. Et merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. Derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare